Et coucou les petits scientifiques, on est parti pour la vidéo de révision sur le chapitre 1, modélisation des transformations chimiques. Dans ce chapitre, on a parlé des nouvelles grandeurs qu'on a mis en place, masse molaire, concentration molaire notamment. On a parlé des spectres d'absorption et de la loi de Perlambert. On a parlé de l'oxydoréduction, on a vu les réactions d'oxydoréduction et on a découvert le tableau d'avancement. C'est parti pour les révisions. Et on commence par les nouvelles grandeurs vues cette année, et notamment celle de la masse molaire qui correspond à la masse de 1 mol de constituant. Du coup, la formule qui permet de calculer la masse molaire, c'est la masse divisée par la quantité de matière. Ça nous donne grand M égale petit m sur petit n, qui peut s'écrire de 3 façons différentes. Pour une même formule, on a 3 versions, rappelez-vous. Les voici. Dans ces 3 formules, petit n correspond à la quantité de matière en mol, bien sûr. Petit m à la masse en grammes, puisqu'on est en chimie et que l'unité, ce sera les grammes. Et grand M correspond à la masse molaire en grammes par mol. Parmi ces formules, on n'utilise quasiment jamais la première, celle qui donne la masse molaire. Pourquoi ? Parce que la masse molaire, eh bien, elle est connue pour chacun des atomes. Et si c'est une molécule, il suffira d'additionner la masse molaire des atomes qui la constituent. Comme par exemple, si on veut calculer la masse molaire de la molécule C6H12O6, il suffit de faire 6 fois la masse molaire du carbone, plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Une dernière précision avant de passer à une autre grandeur, la masse molaire des atomes vous sera systématiquement rappelée ou donnée dans l'énoncé. Parfois on vous donne même la masse molaire de la molécule, sinon vous pouvez la calculer à partir de la masse molaire des atomes. La deuxième grandeur dont on parle dans ces révisions, c'est la concentration massique que vous aviez déjà vue l'année dernière en seconde. Mais on se la rappelle quand même, ça fait pas de mal. Donc la concentration massique, c'est la masse de soluté divisée par le volume de la solution. Ça, c'est pour obtenir la valeur de la concentration. Parfois, il faut calculer la masse. Donc on fera la concentration fois le volume, et parfois c'est le volume qu'il faut calculer, on aura donc la masse divisée par la concentration massique. Dans cette formule, les unités sont les suivantes, la masse en grammes, le volume en litres et la concentration massique en grammes par litre. La deuxième nouvelle grandeur introduite cette année, c'est la concentration molaire. Petit n qui est en mol par litre. Donc pour calculer la concentration molaire, il suffit de diviser la quantité de matière par le volume. Là aussi, une formule 3 versions, suivant ce que l'on vous demande de calculer. Dans cette formule, donc la quantité de matière est en mol, le volume en litres, la concentration en mol par litre. Et la dernière grandeur que nous avons introduite dans ce chapitre, c'est le volume molaire, c'est-à-dire le volume occupé par 1 mol de gaz. La formule pour pouvoir trouver le volume molaire, c'est le volume V divisé par la quantité de matière N. Encore une fois, une formule, 3 versions. Et contrairement à la masse molaire, qui elle est différente pour chaque molécule, pour chaque atome, le volume molaire, c'est-à-dire le volume occupé par 1 mol de gaz, est le même quel que soit le gaz considéré. La seule chose qui peut le faire varier, c'est si on modifie les conditions de pression et de température. Là aussi, 2 valeurs que nous avons vues dans le chapitre, le volume molaire d'un gaz à 0 degré et le volume molaire d'un gaz à 20 degrés. Ces 2 valeurs ne sont pas à connaître, elles vous seront redonnées dans les données de l'énoncé des exercices. Et parce que vous avez tendance à un peu mélanger toutes ces formules, voilà une astuce pour savoir quelle formule on doit utiliser et à quel moment. Si on est dans le cas d'un solide, par exemple, on vous dit, on place un morceau de fer de masse 12 grammes dans une solution de gna 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 gna. Pour calculer la quantité de matière de fer, il faudra faire la masse du fer divisée par la masse molaire du fer. Donc quand vous avez un solide, les 3/4 du temps, il faut utiliser la masse. Si maintenant on est dans le cas d'un liquide et l'énoncé vous dit on verse 100 ml de solution de sulfate de cuivre de concentration 0,05 mol par litre dans un bécher, etc., etc., on vous demande de calculer, ou il faudra calculer la quantité de matière de sulfate de cuivre à l'intérieur de cette solution. Bien, pour calculer cette quantité de matière, vu qu'on connaît la concentration et le volume, on utilisera la formule N égale C fois V. Et dernier cas de figure,
Vous êtes dans le cas où il faudra calculer la quantité de matière d'un gaz. On va vous dire par exemple un flacon de 2 litres contient du dioxygène dans les conditions normales de température et de pression. Il faudra utiliser la formule avec le volume molaire. Donc on aura N égale V sur volume molaire. C'est plus clair ? On passe à la deuxième partie de cette vidéo de révision, à savoir les spectres d'absorption et la loi de Beer-Lambert. Dans les TP que nous avons réalisés, on a utilisé des solutions colorées. Si une solution est colorée, c'est parce qu'elle va absorber certaines longueurs d'onde du visible. Elle va absorber certaines longueurs d'onde et donc elle va en renvoyer certaines autres. Et pour savoir quelle est la couleur de la solution, ou quelle est la couleur absorbée de la solution, on va utiliser le cercle chromatique. Ce cercle chromatique, il nous indique dans un premier temps quelle longueur d'onde correspond à quelle couleur, mais surtout quelles sont les couleurs qui sont complémentaires entre elles. Si une solution est orange, ça veut dire qu'elle va absorber le bleu et donc renvoyer le orange. Si une solution absorbe le vert, ça voudra dire que notre solution renvoie le rouge. C'est pratique, non ? Lorsque l'on passe notre solution colorée à l'intérieur d'un spectrophotomètre, il va y avoir une bande, un pic d'absorption correspondant à la longueur d'onde de la couleur qu'il absorbe. Dans l'exemple qui est ici, on voit que la longueur d'onde maximale du pic d'absorption correspond à la couleur orange. Ça veut dire que notre solution absorbe le orange. Et si elle absorbe le orange, on se reporte au cercle chromatique. Ça veut dire que notre solution, elle est de couleur bleue. Alors évidemment, si vous avez la solution sous les yeux, vous voyez très bien que la solution, elle est bleue. Mais admettons que dans un énoncé, on vous parle d'une solution de permanganate, vous ne savez pas quelle est la couleur de la solution de permanganate, on vous donne son spectre d'absorption, vous êtes capable de retrouver la couleur absorbée par le permanganate et quelle est la couleur d'une solution de permanganate. Et là, vous êtes en droit de vous dire, ok, mais à quoi ça va nous servir tout ça ? Ben justement, ça va nous servir à retrouver la concentration d'une solution colorée inconnue. Et pour cela, on va utiliser la loi de Beer-Lambert. On précise que la loi de Beer-Lambert s'applique aux solutions qui sont colorées et qui vont absorber les rayonnements visibles. Ça marche aussi pour ceux qui vont absorber dans les rayons UV. On sait déjà qu'une molécule colorée va absorber à une certaine longueur d'onde. On sait, si on a obtenu le spectre d'absorbance de la molécule, à quelle longueur d'onde elle va absorber la solution. Eh bien, la loi de Beer-Lambert, elle nous donne un lien entre la valeur de l'absorbance, dont on ne s'est pas préoccupé jusque-là, et la concentration de la molécule. Autrement dit, plus la molécule va être concentrée, plus elle va absorber cette longueur d'onde considérée. Il y a donc une relation de proportionnalité entre l'absorbance, qui n'a pas d'unité, et la concentration de la solution, qui elle est exprimée en mol par litre. Et s'il y a une relation de proportionnalité, ça veut dire qu'on pourra écrire une loi mathématique sous la forme A égale K fois C, K étant le facteur de proportionnalité. Graphiquement parlant, si deux grandeurs sont proportionnelles, ça veut dire que sur le graphique qui trace une grandeur en fonction de l'autre, on va obtenir une fonction linéaire, c'est-à-dire une droite qui passe par l'origine. Et ça, en sciences, on aime bien. On a modélisé notre relation par quelque chose de mathématique qui va nous permettre d'obtenir des formules. Et sur la diapo d'après, on va justement voir comment on fait pour obtenir cette courbe à partir des mesures expérimentales de l'absorbance de solutions de différentes concentrations. Cette loi de Beer-Lambert qui modélise le lien entre l'absorbance et la concentration, notamment par une relation de proportionnalité, elle fonctionne bien, mais elle a ses limites. Si la solution est trop concentrée, l'absorbance ne sera plus proportionnelle à la concentration. Elle fonctionne, cette loi, pour des solutions suffisamment diluées. Voilà les limites du modèle de Beer-Lambert. Allez, on a la théorie, on a compris que l'absorbance était proportionnelle à la concentration. Maintenant, on va voir concrètement dans un exercice qu'est-ce que vous êtes censé savoir faire et qu'est-ce que vous devez faire avec les informations de l'énoncé. Dans l'exercice, on vous donnera la valeur des absorbances d'une solution à différentes concentrations. Ces solutions, elles ont souvent été préparées par dilution d'une solution mère. Donc on a plusieurs solutions contenant la même molécule colorée et on mesure l'absorbance au spectrophotomètre de chacune de ces solutions. On a donc une série de mesures
A et C. Il suffit, à l'aide de la calculatrice, de tracer A en fonction de C. On va très logiquement obtenir une droite qui passe par l'origine, puisque l'absorbance et la concentration sont censées être proportionnelles. La calculatrice, une fois qu'on a rentré les listes de A et de C, elle nous donne cette courbe, c'est-à-dire qu'on a une fonction linéaire. On a des points qui sont alignés, qui passent par l'origine. On demande à la calculatrice une régression linéaire. Et très naturellement, elle va nous donner l'équation de cette fonction linéaire sous la forme y égale ax ou y égale kx dans notre cas à nous. Y égale kx, ça c'est l'écriture mathématique. Bon, nous, on n'est pas en maths, on est en physique. Donc, à la place de y sur l'axe des ordonnées, on avait a, et à la place de x sur l'axe des abscisses, on avait c. Ce qui veut dire que ça nous donne, nous, comme équation physique, a égale k fois c. Et ce cas-là, on peut l'obtenir en regardant la régression linéaire, puisque la calculatrice nous a donné la valeur de k. Bon, et avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Avec ça, on est capable de retrouver la concentration d'une solution inconnue. Solution qui, évidemment, contient la molécule colorée que l'on a étudiée précédemment. On connaît, grâce au spectro, la valeur de l'absorbance de notre solution inconnue. Et si on connaît son absorbance, vu qu'on a trouvé à l'aide de la régression linéaire la valeur du coefficient de proportionnalité, le petit k, on n'a plus qu'à récupérer la valeur de la concentration de la solution inconnue. Tout simplement. Donc, je récapitule. On rentre les valeurs de A et de C dans la calculatrice. On demande à la calculatrice la régression linéaire de la courbe obtenue. Et on obtient l'équation de la droite. Et ensuite, on calcule la concentration de la solution inconnue grâce à la valeur de l'absorbance de la solution inconnue. C'est exactement le même procédé dans tous les exercices dans lesquels vous avez absorbance et loi de Berlambert. Vous n'avez plus qu'à vous entraîner avec les exercices. Et on passe maintenant à une nouvelle notion de ce premier chapitre, l'oxydoréduction. Première partie, tout un tas de définitions qu'il faut connaître et comprendre. Dans les transformation d'oxydoréduction, il faut qu'il y ait un oxydant qui réagisse avec un réducteur. L'oxydant, c'est l'espèce chimique qui est capable de capter un ou plusieurs électrons. Et donc le réducteur, c'est l'espèce chimique qui est capable de céder un ou plusieurs électrons. Et les oxydants et les réducteurs sont rassemblés dans ce qu'on appelle un couple redox. Dans le couple redox, on va toujours noter l'oxydant du couple devant et le réducteur derrière. Et lorsque l'oxydant capte un ou plusieurs électrons, il va se transformer en son réducteur. On aura donc affaire à une réduction. Si c'est le contraire, si c'est le réducteur qui se transforme en oxydant, on aura eu une oxydation. Et dernière notion qu'il faut connaître pour pouvoir continuer ce chapitre, c'est les demi-équations électroniques. Une demi-équation électronique, c'est l'équation qui transforme l'oxydant en son réducteur ou le réducteur en oxydant. Et il faut évidemment, comme toutes les équations en chimie, qu'elles soient équilibrées. Et comme toujours, pour comprendre, le mieux, c'est de prendre un exemple. Dans cet exemple, on nous dirait que les ions permanganate MnO4- réagissent avec les ions iodure I-. La méthode pour réussir à tous les coups à trouver son équation d'oxydoréduction, c'est de commencer par écrire les couples mis en jeu. Ensuite, on doit souligner, ou surligner, c'est la même chose, les espèces chimiques qui réagissent ensemble. L'énoncé nous a dit que c'était les ions permanganate et les ions I- qui réagissaient ensemble. Donc on souligne ces deux-là. Une fois qu'on a noté les couples et souligné qui étaient les espèces chimiques qui vont réagir, il nous faut écrire les demi-équations électroniques correspondant à chacun des couples en commençant par l'espèce qui a été surlignée. Dans ces demi-équations électroniques, on se rend compte que 2 électrons sont échangés dans la première, alors que 5 électrons sont échangés dans la deuxième. Et il faut qu'on s'arrange pour qu'il y ait autant d'électrons échangés dans chacune des demi-équations électroniques. Pour cela, nous allons les multiplier chacune par le nombre qui convient. En multipliant la première par 5 et la deuxième par 2, on obtiendra 10 électrons échangés dans les deux. Et on va maintenant pouvoir additionner ces 2 demi-équations électroniques pour obtenir l'équation d'oxydoréduction. Lorsqu'on écrit l'équation de réaction d'oxydoréduction,
On pense bien à multiplier chaque terme par le nombre qui convient. Et les électrons, on n'est pas obligé de les écrire. Vous pouvez les noter au départ pour vérifier que vous en avez le bon nombre côté réactif et côté produit. À savoir 10 électrons, c'est ce que nous avions envisagé. Ça y est, vous êtes au point sur les réactions d'oxydoréduction, comment on les établit à partir des demi-équations électroniques. On enchaîne maintenant avec la notion de tableau d'avancement. Pour parler d'avancement de réaction, nous allons reprendre la transformation chimique précédente, la réaction entre les ions permanganate et les ions iodure. Que cette transformation ait lieu, il faut que 2 ions permanganate rencontrent 16 ions H+, et 10 ions iodure, et cela formera 2 ions Mn2+, 8 molécules d'eau et 5 molécules de diode. C'est ce qu'on appelle la stoichiométrie de cette réaction chimique. On commence par la première ligne. À l'état initial, on a une certaine quantité N0 d'ion permanganate, on a une certaine quantité N1 d'ion H+, et on a une certaine quantité N2 d'ion iodure. Ces quantités, on a des informations dans l'énoncé qui nous permettent de les obtenir. Des concentrations, des volumes. Et pour les produits, à l'état initial, les produits ne se sont pas encore formés, donc il y en a 0 pour chaque. Pour l'état intermédiaire maintenant. Dans chacune des cases, on doit noter quelle est la quantité de l'espèce chimique correspondante qui reste. Pour les ions permanganate, on en avait N0 au départ. Chaque fois que la réaction elle se fait, elle en consomme 2. Si la réaction s'est faite X fois, on aura N0 moins 2X mol d'ions permanganate qui vont rester en solution. Et on réalise la même chose pour les ions H+, et les ions I-. À l'état intermédiaire, il va nous rester N1 moins 16X ion H+, et N2 moins 10X ion iodure. Côté produit, on doit faire la même chose, sauf que cette fois-ci, les espèces chimiques apparaissent, et donc on aura, en regardant les coefficients stoichiométriques qui sont devant chacune des espèces, 2X, 8X et 5X mol pour nos produits. Et il ne nous reste plus qu'à compléter la dernière ligne de ce tableau d'avancement qui correspond à la fin de la réaction, à l'état final. On suppose que la réaction elle atteint un état maximal, noté Xmax, et on va avoir la dernière ligne qui est exactement la même que la précédente, sauf qu'au lieu d'avoir X, on va mettre Xmax. Lorsque cette réaction a lieu, on sait que les réactifs vont être consommés. Et on va chercher à savoir si un réactif est épuisé avant un autre. Ça va être la recherche du réactif limitant. Le réactif limitant, c'est le réactif qui s'épuise en premier. Nous, on a 3 possibilités. Soit ce sont les ions permanganate, soit ce sont les ions H+, soit ce sont les ions iodure. Et il suffit de résoudre les 3 équations qui correspondent à la dernière ligne du tableau d'avancement. On avait N0 moins 2X max pour les ions permanganate. Donc on résout N0 moins 2X max égale 0. Et on fait la même chose pour les 3 réactifs. On va donc voir quelle est la valeur de Xmax et on choisit celle qui est la plus petite. Cette méthode qui nous permet de trouver le réactif limitant, elle impose qu'on ait d'abord préalablement dressé le tableau d'avancement. Mais il est aussi possible de trouver le réactif limitant sans avoir fait le tableau d'avancement au départ. Cette méthode plus rapide, elle consiste à prendre la quantité de matière de chacun des réactifs et à la diviser par le coefficient stoichiométrique qui est devant lui dans l'équation de la réaction. Pour les ions permanganate, ça nous fera N0 sur 2. Pour les ions H+, N1 sur 16. Et pour les ions iodure, N2 sur 10. On calcule ces 3 valeurs-là, ces 3 quotients, et on va garder celui qui est le plus petit. Et celui qui est le plus petit nous donnera la valeur de Xmax, la valeur maximale de l'avancement de notre réaction. Et celui qui a le quotient le plus petit sera donc le réactif limitant de cette transformation chimique. Parfois, vous allez rencontrer des réactions pour lesquelles les réactifs vont s'épuiser tous en même temps, c'est-à-dire que tous les réactifs vont arriver à 0 à la fin. Les quotients qu'on a calculés précédemment, ils auront tous la même valeur. On dira qu'on est dans le cas d'un mélange stoichiométrique. Et cette fois-ci, il n'y a pas un réactif limitant. On vient de voir qu'une transformation s'arrête définitivement quand un des réactifs est épuisé, celui qu'on appelle le réactif limitant, et dans ce cas-là, notre réaction elle aura atteint un avancement maximal. Mais il existe des transformations qui n'atteignent pas cet état maximal et qui vont s'arrêter avant.
Si une réaction n'est pas une réaction totale, alors elle ne va pas aller jusqu'à l'épuisement des réactifs, c'est-à-dire que l'avancement final va s'arrêter avant d'atteindre l'état maximal. On aura donc un avancement final, qu'on va noter XF, qui va être inférieur à Xmax, Xmax correspondant à une réaction totale. On va essayer de regarder avec un graphique, ça peut nous aider. Ce graphique représente l'avancement de la réaction en ordonnée en fonction du temps en abscisse. Préalablement, on a calculé la valeur de Xmax, on tombe sur 1,3 mol. Et du coup, on va étudier notre réaction à nous qui est modélisée par des pointillés soit verts, soit bleus. Si la réaction est totale, la réaction avance jusqu'à atteindre à la fin, au-delà de 50-55 minutes, notre avancement maximal. Si la réaction n'est pas totale, c'est la courbe verte cette fois-ci. La réaction, elle avance et puis elle stagne. On voit qu'elle s'arrête aux alentours de 40 minutes. La réaction n'avance plus. On a une réaction qui est non totale. Elle n'atteint pas le Xmax. Du coup, dans notre tableau d'avancement, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'à notre état final, au lieu d'avoir Xmax, on a la même ligne, mais avec des XF. Et pour trouver la valeur de cet avancement final XF, il faut qu'on ait des informations sur l'état final de notre transformation. L'énoncé vous dira, finalement, on a obtenu tant de moles d'ion Mn2+, ou tant de molécules de diode, et donc on peut remonter comme ça à la valeur de XF. C'est ce que nous avons fait dans les exercices du chapitre. Cette vidéo de révision pour le chapitre 1 est terminé. Maintenant, ce que nous vous conseillons de faire, c'est de refaire encore et encore les exercices du chapitre pour appliquer tous les points méthodes que nous avons vus dans cette vidéo et au cours du chapitre.